Nivigira est-il leader de la jeunesse du CNDD-FDD ou ministre de la jeunesse burundaise? La confusion est totale depuis son discours samedi dernier pour remobiliser les Imbonerakure à Kayanza. Le niveau de confusion est d'autant plus élevé qu'il est allé contredire le nouveau gouverneur sur ses propres terres. Ezekiel Nivigira a appelé sur un ton sans appel les jeunes du parti au payer et assurer sur le champ la sécurité en faisant des patrouilles, alors que 2 semaines auparavant, lors de sa prise de fonction de gouverneur, le colonel Rémi Chichahayo avait mis en garde les mêmes Imbonerakure que quiconque sera pris en patrouille sans être policier ou militaire sera sévèrement sanctionné. Les questions ont alors fusé sans tarder. Qui du militaire ou du politique sera entendu? Pourquoi cette remobilisation des jeunes du parti au pouvoir? Et on l'a vu, Kayanza n'est pas le seul fief de cette opération, puisque d'autres hauts dignitaires comme à Rumongue ont passé exactement le même message. Dans un contexte qui n'est pas anodin, il faut le dire, car c'était une semaine après une attaque armée d'envergure dans cette même province, mais d'autres attaques ont été signalées dans d'autres contrées du pays, dont Muramvya, Bubanza et Bujumbura. Nous en parlons dans cette édition du Club de la Presse avec Thierry Bigirindavi, journaliste à la télévision Renaissance. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Maître Gustave Nyonzima, défenseur des droits de l'homme, mais également avocat des victimes des crimes commis au Burundi, des crimes de droit international. Kavi, bonjour. Bonjour Franck. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Thierry Bigirindavi, quand vous avez entendu Ezekiel Nivigira haranguer la foule avec son appel, ou plutôt son ordre, à l'endroit des Imbonerakure à Kayanza, quel a été votre premier sentiment? Je dirais que l'immense fut la consternation, parce qu'on avait entendu le discours du gouverneur de Kayanza, et je dirais que c'était un discours qui nous avait rassurés, que peut-être dans cette province, les choses vont changer. Il n'y aura plus de patrouilles de la milice Imbonerakure, car c'est à partir de ces patrouilles que cette jeunesse partie au pouvoir commettait des bavures. Je dirais, quand vous dites milice, c'est en fonction de la qualification des Nations Unies. Et aussi en fonction des actes. Des actes parlent et sont têtus, mais leur comportement, ils se comportent comme une milice depuis, je dirais, depuis 2014. Leur comportement, c'était une jeunesse instrumentalisée par les décideurs des partis au pouvoir pour réprimer toute personne de l'opposition ou supposée de l'opposition. Donc, on avait cru que avec ce discours du gouverneur de Kayanza, et aussi que ça va faire effet tache d'huile dans les autres provinces, que peut-être, comme le gouverneur, c'est une personnalité qui représente le chef de l'État dans la province, on dirait qu'on avait cru que c'était un ordre qui venait d'en haut, qui venait du chef de l'État, et qui allait même s'étendre dans les autres provinces. Et aussi, on avait vu dans la province de Makamba, au sud du Burundi, on avait emprisonné les policiers, certains membres de la... Des policiers, vous voulez dire? Oui, des policiers, et aussi des Imbonerakure qui étaient accusés de commettre des exécutions. Et même des administratifs, à la base. Oui. On avait cru que peut-être que la page de la persécution des opposants, des crimes de ces Imbonerakure, cette page est tournée et qu'on va peut-être avec une nouvelle aile, cette fois-là, le nouveau pouvoir va tourner cette page de la répression, de la persécution des Imbonerakure. Oui, et on était déçus d'entendre, surtout chez une personnalité qui est non seulement un cadre au sein du gouvernement, mais aussi un cadre au sein du parti. Et on dit que c'est le parti au pouvoir qui donne la ligne de conduite
au gouvernement c'est le parti au pouvoir qui décide la politique que l'exécutif va mettre en application. Ce que vous oubliez, c'est que c'est un cadre du gouvernement, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du ministre de la jeunesse burundaise. Il a en charge de la jeunesse burundaise. Oui. Et de surcroît, les Imbonerakure. Il a aussi été le dirigeant de ces Imbonerakure. Je dirais que jusqu'en 2015, c'était lui. Jusqu'en 2013 ou 2012, c'était lui. Il a dirigé cette jeunesse, ce parti au pouvoir. Et il connaît bien le mode de faire. Il connaît bien la façon de faire de cette milice. Oui, et c'est pas n'importe qui, il est aussi membre du gouvernement. Et donc pour vous, l'appel, cette remobilisation de la part de l'ancien président de cette jeunesse, c'est une façon de leur dire refaites ce que vous faisiez auparavant. Il venait rectifier ce que le gouverneur avait dit pour qu'il remobilise les Imbonerakure, pour qu'il venait au fait de donner un ordre à ces Imbonerakure de ne pas entendre ce que le gouverneur avait dit à Kayanza. Et aussi, il venait, c'est la politique du gouvernement, parce qu'il est le ministre, il est parmi les concepteurs dans le gouvernement. Même si le gouverneur de Kayanza représente le président dans la province, il n'est pas au gouvernement, il exécute la politique du gouvernement, mais il n'est pas parmi les concepteurs. Mais c'était le concepteur qui venait donner le mot d'ordre. Et dicter l'ordre qu'il fallait. On reviendra sur cela. Maître Gustave Nyonzima, avant, il vient de le dire, avant cette invective d'Ézéchiel Nebigila, il y a quand même eu certains discours et actions qui ont été unanimement salués. Je pense notamment à cet avertissement du nouveau gouverneur de Kayanza contre les patrouilles des Imbonerakure et l'arrestation des jeunes du CNDD-FDD à Kayogoro, en province Makamba, qui dépouillaient les gens qui rentraient de la Tanzanie. Ces actes vous ont-ils inspiré de l'espoir? De prime abord, je commencerai à déplorer les propos tenus par Ezekiel Nibigira, à peine à se défaire avec sa casquette d'ancien président de la milice Imbonerakure. Il vient de faire, comment dirais-je, une très grande bourde en tant que membre du gouvernement. Ce n'est même pas une grande bourde, c'est un crime, parce qu'il fait appel à la haine contre une certaine minorité et contre même des Hutus très modérés qui ont une voix dissonante par rapport à celle du gouvernement du Burundi. Et pour répondre à votre question, que j'ai par rapport à ce qui a été fait auparavant. Parce que c'était pas beaucoup, disons, c'était juste ce discours, juste ces petits exemples. Laisse-moi terminer. Je dirais que ça n'a pas fait long feu, ça n'a été qu'une goutte lilliputienne pour montrer avec un aspect leur que il y aura le retour à la sécurité et à la paix, mais comme je venais de le dire, ça n'a pas fait long feu, ça a été une goutte lilliputienne, de courte durée, mais jadis on avait vu des gens qui avaient tenu des propos incendiaires et diffamatoires à l'endroit des opposants, pour dire qu'il faut les jeter dans le lac Tanganyika pour que les crocodiles et les poissons puissent les manger sans nourrir. Mais une fois arrivés à la prison centrale d'Omhimba, ils ne sont passés qu'une courte durée c'était pour tromper, c'était comme à l'heure. Même son de cloche actuellement avec ceux qui ont été emprisonnés, mis au cachot au sud du pays, à Makamba. Donc, c'est un programme de l'État qui a été mis en avant, mais le programme, c'était comme un programme qui n'est pas bâti sur une base solide, un socle qui est dur pour être mis au cachot, mis au arrêt.
afin qu'il y ait le retour de la légalité, afin qu'il y ait véritablement l'indépendance de la magistrature. Quand vous dites que c'était un programme qui n'a pas duré longtemps, donc c'était programmé justement pour ne pas durer longtemps. Donc c'était fait exprès. Exactement, c'est ce que j'ai dit. C'est un programme qui a été mis en avant, qui a été... Pour leurrer le monde. Mais oui, pour leurrer le monde. Donc ça a été programmé avec une technicité aiguë afin de simuler qu'il y ait le retour à la paix, à la légalité constitutionnelle. Pour vous, par exemple, il aurait fallu que, par exemple, le gouvernement puisse dire nous ne sommes pas d'accord avec Ezekiel Nibigila, ce qu'il a dit Si ce n'était pas un programme qui a été concis et mûri, normalement, le gouvernement du Burundi aurait déjà sorti un communiqué pour contredire Ezekiel Nibigila. Le fait qu'il y a eu un silence absolu, un mutisme notoire pareil, nous montre qu'il y a l'anguille sous roche. Avec son discours à Kayanza, l'on se demande de quel pouvoir Ezekiel Nibigila, justement, est investi pour aller contredire le nouveau gouverneur, un officier militaire de surcroît, Thierry. Vous avez dit vous-même que c'est parce qu'il fait partie des décideurs. Est-ce que ça suffit? Dans le système CNDD-FDD, nous sommes habitués que tout vient d'en haut. Et parmi ceux qui sont en haut, et même si le gouverneur c'est un officier militaire, il a ses supérieurs. Il doit appliquer la politique du gouvernement de la province. Il est le chef de l'État. Mais quand même... Sauf que quand vous dites qu'il a ses supérieurs sur le plan hiérarchique, ce n'est pas le ministre de la Jeunesse, c'est plutôt le ministre de l'Intérieur. Ezekiel Nibigila, il est parmi le petit cercle qui décide. Dans le gouvernement précédent, il était ministre des Relations extérieures, des Affaires étrangères. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus lié peut-être à son niveau dans le parti au pouvoir que dans le gouvernement? Oui. Le gouverneur Remi Chichahayo est un militaire, on ne le connaît pas au parti. Mais depuis que le CNDD-FDD est au pouvoir, Ezekiel Nibigila était, je dirais, un cadre du parti CNDD. L'un des piliers. L'un des piliers du parti CNDD. Il a dirigé je dirais qu'il est parmi ceux qui ont dirigé. Peut-être s'il n'est pas le premier, il est le deuxième qui a dirigé, qui a conçu cette façon de faire de la jeunesse Imbonerakure. Et tout le monde sait que depuis 2015, c'est cette jeunesse qui était utilisée pour réprimer l'opposition, je dirais, mais pourtant, c'était des crimes qui étaient décriés depuis bien avant 2015, mais qui ont pris peut-être une ampleur. Comme le moteur du système CNDD-FDD. Ezekiel Nibigila, en tant que l'un des leaders des Imbonerakure, il a une position particulière au sein du parti. Et de surcroît, il est beaucoup plus au-dessus du gouverneur. Il est parmi les concepteurs de la politique du gouvernement. Mais chose pareille, c'est comme une offense au gouverneur. Puisque là, les avertissements du gouverneur 2 semaines auparavant étaient publics. Et l'appel du ministre de la Jeunesse était tout aussi public. Est-ce que ce n'est pas une offense à l'endroit du gouverneur? Le système est conçu, je dirais, d'une façon un peu militaire. Son supérieur peut le rappeler à l'ordre comme il veut. Sinon, c'était une honte. C'était pas seulement pour le gouverneur, mais aussi pour le gouvernement tout entier. Parce que ça a été un double langage. Et aussi, je dirais que ça aurait pu gêner même le chef de l'État, car c'est en quelque sorte que ça montre que c'est pas le centre de commandement. Il n'y a pas un seul centre de commandement. Chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Ça montre une sorte de tâtonnement au sommet de l'État. Et c'est grave. C'est pas seulement une honte pour le gouverneur, mais quand même, on a vu que le gouverneur n'a pas
Il n'a pas bronché. Il n'a pas bronché. Il n'a pas prononcé un mot. Justement, Maître Gustave, il y a certains qui ont dit le colonel Rémi Chichahayo, c'est un militaire, un officier, un haut gradé. Peut-être qu'il va pas se laisser faire. Vous pensez qu'il va se taire et laisser faire et donc que les Imbonerakure puissent faire les patrouilles alors qu'il avait été contre ça publiquement? Et je disais tout à l'heure, ça peut ressembler même à une offense à son endroit. Il faut préalablement se rappeler les principes de la politique. Du moins, comme disait Antoine de Saint-Exupéry, le politique guide le judiciaire, guide l'économie, guide le militaire, le religieux, le sport et tout. C'est le politique qui est au-dessus. Donc c'est lui qui prend le pas. Mais oui, par rapport aux gestes militaires ou à un programme pareil du gouverneur de la province de Kayanza. Mais néanmoins, son appel a été apprécié de manière dithyrambique par beaucoup, même si le ministre Ezekiel Nibigira vient de le contredire de façon indirecte. Mais pourquoi il le fait, Ezekiel Nibigira? C'est parce que au niveau du parti, ils ont un signal. Il a été le président du parti au pouvoir et ça suscite beaucoup, comme je venais de le dire. Vous voulez dire président de la jeunesse du parti au pouvoir? Mais oui, il y a un programme de l'État qui a été conçu et mûri afin que les Imbonerakure qui sont un outil de la répression du pouvoir en place puissent l'exécuter. Et aussi, si Ezekiel fait cet appel à la haine, c'est parce que ces Imbonerakure connaissent parfaitement ce signal déjà conçu et mûri au niveau du parti. Vous voulez dire qu'en écoutant le message du gouverneur, ça serait comme dévier de la voie tracée par le parti? Exactement, exactement. Ces Imbonerakure sont en train de suivre, comme vous venez de le dire, une voie tracée par le gouvernement. N'en déplaise la bonne volonté, le geste dithyrambique du gouverneur de la province de Kayanza, il y a donc cette politique qui a été mise en avant, qui a été conçue et mûrie par le gouvernement, qui doit être exécutée par les Imbonerakure. Pourquoi? C'est parce que il y a eu des attaques au niveau de certaines localités de la République du Burundi pour que leur programme soit mis en exécution avec petulance. Ils ont essayé de faire cet appel à la haine pour en découdre avec toute voix dissonante, surtout à l'endroit de la minorité tutsi. J'allais y arriver justement en parlant de cette attaque, mais on l'a vu, l'appel de Kayanza n'est pas isolé. Ça a été aussi le cas ailleurs comme à Rumongue. La remobilisation est visiblement générale. Est-ce lié au contexte sécuritaire avec les récentes attaques, Thierry? Oui, c'était lié. Même avant cette attaque, ça a précédé un discours de haine, des messages de haine généralisés qui venaient au sein du parti et qui étaient en quelque sorte soutenus par le parti au pouvoir et aussi tolérés par le gouvernement. Et c'était de quel discours parlez-vous? On se souvient du journaliste Kenny Claude qui a véhiculé des messages de haine et d'une façon répétitive, sans être inquiété. Et cette situation... Mais vous venez de dire qu'il était en quelque sorte soutenu par le parti, alors que le soutien était direct, notamment avec le financement de la section Belgique du CNDD-FDD. Et donc ce n'est pas en quelque sorte, c'est un soutien direct et officiel. Et nous avons vu que cette mobilisation exactement était liée à ces attaques de Rumongue et de Bubanza. Et parce que nous sommes habitués que si le CNDD-FDD est attaqué ou s'il y a une attaque, on l'a vu dans le passé, et ils utilisent cette jeunesse. D'ailleurs, cette jeunesse a été armée pour ça.
cette jeunesse a été formée à Kiribaondé en 2014, quand le CNDD-FDD voyait que préparer son coup de force de 2015. Et c'est une jeunesse préparée à faire la guerre, je dirais, parce que c'est quand on arme une personne, quand il est formé militaire, il a une formation paramilitaire, c'est pas pour aller construire des écoles ou des hôpitaux. Quand vous le dites comme ça, est-ce que cela expliquerait notamment certains audios qu'on entend quand il y a des attaques de la part du Imbonerakure qui donnent des informations et aussi, avant d'aller à ça, même le ministre Ezekiel Nibigira était clair parce qu'il a dit: vous les Imbonerakure à Kayanza, soyez mobilisés, réveillez-vous, car on n'aura pas suffisamment de policiers sur chaque enclos qui va surveiller chaque famille. Nous avons besoin de vous dans cette période et ça coïncidait avec ces attaques et il demandait à la jeunesse Imbonerakure de patrouiller, à quadriller quasiment tout le pays. Tout le pays. Donc le ministre, lui aussi, était clair que c'est lié à ces attaques qu'on parlait ces jours-là. Oui, et nous avons entendu des audios, même si on ne peut pas être si donner l'authenticité de ces Imbonerakure qui sont vantés. Nous avons attrapé tel, nous avons attrapé tel. Nous avons même tué à un moment donné. Parce qu'ils lui avaient demandé de tuer. Ils ont été armés pour ça. Thierry, merci beaucoup. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios Inzamba et RPA. La remobilisation des Imbonerakure avec entre autres le discours pour le moins particulier d'Ezekiel Nibigira à Kayanza, c'est le sujet du jour. Maître Gustave Niyonzima, défenseur des droits de l'homme et avocat des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, et Thierry Bigilindavi, journaliste à la télévision, sont nos invités. Justement, Maître Gustave, ma question maintenant est posée à l'avocat, membre du collectif de défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Les Imbonerakure sont pointés du doigt dans la majorité des crimes. Craignez-vous une recrudescence justement de ces crimes contre lesquels vous êtes en train de lutter? Tout à fait, ça n'a pas, c'est comme j'aurais dit auparavant. Actuellement, les forces gouvernementales appuyées par la milice Imbonerakure s'en prennent avec une cruauté extrême à l'endroit de certains opposants, étiquetés comme des opposants à l'endroit du gouvernement. Et si je dis surtout la minorité de Tutsi et de la jeunesse Tutsi qui devient donc des boucs émissaires. Quand vous parlez de cette minorité Tutsi, c'est en référence notamment à ces discours de haine que vient de relever Thierry en parlant notamment des discours répétitifs de Kenny Claude Nduwimana. Tout à fait, non seulement Kenny Nduwimana, il y en a et d'autres, mais enfin, lui en particulier, étant donné qu'il le fait au jour le jour. Il y a même des propos pareils qui ont été tenus par l'actuel président de l'Assemblée nationale, même par l'ancien président du Sénat. Et ce qui nous montre sans embâche que c'est un programme qui est en train d'être suivi, un programme MIRI conçu par le gouvernement en place. Actuellement, avec ces appels de haine, certains jeunes et certains jeunes de la minorité Tutsi et d'autres de la majorité Hutu modérée qui sont dans divers partis de l'opposition sont pris et mis aux arrêts par le pouvoir en place. Là vous êtes en train de parler de ce qui est actuel, notamment à Mugamba. Mais oui, c'est à Mugamba, à Jenda, et certaines autres
localités même de la province d'Omngaro et de la province de Muramvya. Donc ces forces gouvernementales, avec la milice Imbonerakure s'en prennent avec une cruauté extrême à l'endroit de ces jeunes, de la minorité Tutsi et des autres jeunes Hutus du parti CNR ou d'autres partis de l'opposition. Et personne n'a pipé mot par rapport aux membres du gouvernement, par rapport même aux membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Il se fourvoie dans des actes de pire ignominie, sans toutefois révéler le programme de tuerie. Et ça c'était même avant l'appel du ministre. Oui, et maintenant, vous craignez que le fait que cet appel... Tout à fait, c'est ce que j'allais y arriver. Il risque d'y avoir une nouvelle escalade de violence du fait que il y a ce programme qui est en train d'être mis en exécution. Comme on le dit, lorsque la répression, la torture, les enlèvements, les cas de disparition forcée, les assassinats deviennent une règle. La résistance devient un devoir. Et donc, je dis qu'il risque d'y avoir une nouvelle escalade de violence. Il risque d'y avoir, comme le fait attire le fait. On ne sait pas ce qui peut y arriver. Mais sinon, il y a un programme qui est là, qui est en train d'être suivi. Personne ne pipe mot. Et ça nous montre sans embâche, sans aucune ambiguïté, qu'il y a un programme qui est conçu, qui est en train d'être mis en exécution. Si je fais une approche comparative, même il y a plus de 26 ans, dans le pays voisin au Rwanda, c'était pareil. Il y a eu des appels de Roméo Dallaire et d'autres organisations de la défense des droits de l'homme pour alerter la communauté internationale. Mais cette dernière n'a assisté impuissamment au forfait, au chaos, au génocide. C'est ce qui risque de se passer chez nous. Mais quand vous parlez de résistance, de quelle résistance parlez-vous et qui pourrait résister? Mais c'est tout le peuple est pris du respect de la loyauté, est pris du respect d'être défendu, et pris du respect parce que toutes les personnes naissent libres en droit et en dignité. Mais ça, sauf que ça, c'est en théorie. Mais c'est pas en théorie, c'est déclaré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et par la Constitution. Auquel pas du tout théorique. Auquel le Burundi est partie prenante. Mais oui, c'est-à-dire que tous ceux qui sont en train d'être malmenés, qui sont en train d'être tués comme des mouches, et probablement qu'il y aura une escalade nouvelle de violence inhérente à une résistance de toutes les forces vives de la nation. On ne sait jamais. Thierry, nous sommes aussi dans un contexte d'appel au retour des réfugiés. Ces attaques et la remobilisation des Imbonerakure peuvent-ils affecter le mouvement de retour? Certainement, c'est que ça affecte le mouvement de retour. Parce que les réfugiés burundais, dernièrement qui sont rentrés du camp de Mahama, ils expliquaient qu'ils donnaient le bénéfice de doute au nouveau pouvoir à Gitega. Mais quand même, comme venait de le dire Maître Gustave, cette spirale de violence est déjà là. La semaine dernière, il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de personnes arrêtés, combien de disparus, et tout cela, nous sommes au XXIe siècle, même dans les camps des réfugiés, ils reçoivent ces mauvaises nouvelles et ça les affecte. Il faut dire que le premier convoi a eu lieu le jeudi, et donc 3 jours avant les premières attaques à Rumongue. Oui. Mais et avant l'appel et avant la remobilisation. Le convoi était déjà prévu. Des personnes s'étaient déjà fait inscrire avant même qu'il y ait cette flambée de violence au Burundi. Et les gens ont foncé. Mais ça peut... je dirais, ça peut négativement impacter les personnes qui sont en exil et qui souhaiteraient rentrer. Cette flambée de violence n'est pas du genre à les tranquilliser, à les rassurer. Vous savez, Franck, que si une personne est en exil,
il ne s'est pas rendu en vacances. Il n'est pas là, il est forcé il a été forcé d'être en exil, mais ce n'est pas son choix. Son souhait, je dirais, son souhait, c'est de rentrer, de retourner au Bercail, de se rapatrier. Mais quand même, il doit être rassuré sur sa sécurité. Tout à fait. Toutes les personnes qui ont fui le pays, ils ont fui la mort certaine, quasi certaine, car il y a beaucoup de personnes qui ont été tuées, qui étaient en chemin même sur le chemin de l'exil, et qui ont été tuées. Et pour avoir ce sentiment d'être rassuré sur la sécurité qui est au Burundi. Cette nouvelle flambée de violence n'est pas déjà rassurée. Nous sommes en train de parler des conséquences sur le retour des réfugiés, mais il pourrait également y avoir des conséquences sur les Burundais eux-mêmes qui sont à l'intérieur. Et ça pourrait. C'est une autre vague d'autres Burundais qui fuient, qui prennent le chemin de l'exil. Et on a même entendu qu'à Musigati, il y avait des centaines de personnes, des habitants qui habitent, des habitants des collines des collines avoisinantes de la forêt de Kibira qui avaient fui à l'intérieur du pays, au chef-lieu de la commune. Toutes ces personnes, je pense que c'est avec ce contexte de Covid-19 c'est ce contexte qui n'a pas permis à ces personnes de traverser la frontière et aller de l'autre côté au Congo. Merci beaucoup. Nous sommes dans les conséquences et pratiquement vers la fin de cette édition. Vous déplorez cette remobilisation, mais dans le même temps, cela fait l'affaire de l'avocat des victimes que vous êtes. Cela ne peut-il pas constituer une preuve en cas de perpétration des crimes suite à ces appels, Maître Gustave? Tout à fait. On voit qu'il y a des tueries, crières qui se commettent au jour de façon sempiternelle. Et le gouvernement du Burundi dit qu'il y a le retour à la paix, qu'il n'a pas plus besoin de la commission onusienne qui a été mise en place pour voir les crimes qui ont été commis depuis 2015. Et le gouvernement n'aimerait pas qu'il y ait le renouvellement de cette commission. Le mandat de la commission. Oui. Alors qu'il y a un hiatus, il y a une vague de violence au Burundi, mais aussi on voit certains membres du gouvernement qui font appel à la haine. Ça nous montre qu'il y a, comment dirais-je, des réalités potentiellement contradictoires. Une avec une vague de violence, avec certaines personnes qui sont ciblées, comme on en a vu depuis 2015, avec aussi une autre réalité où le gouvernement argue sans embâche qu'il y a eu le retour à la paix. Mais si on analyse même ceux qui sont à l'intérieur du pays, même au niveau des organisations de la défense des droits de l'homme, que ce soit sur le plan national ou international, ils dénoncent des cas d'enlèvement, de disparition forcée, des assassinats ciblés, de tortures atroces, qui se commettent de façon accrue, en rythme alarmant. Je repose un peu ma question. Donc, pour nous, donc, il y a plusieurs victimes, et les dossiers sont pendant devant les cours et tribunaux internationaux. Mais je repose ma question. Est-ce que le discours d'Ézéchiel Nibigira peut constituer une preuve d'une recrudescence possible de ces crimes? Ça, la preuve, on en a déjà. Non, je suis en train de parler précisément de ce discours. Tout à fait. Ça montre qu'il y a un programme qui est là du gouvernement. C'est une preuve irréfutable et tangible qu'il y a un programme du gouvernement qui est conçu pour en découdre avec toute voix dissonante des opposants, mais avec d'autres qui sont étiquetés comme opposants, même qui sont partis au pouvoir. Et c'est une preuve donc irréfutable pour nous, c'est une preuve tangible. Spécifiquement, est-ce que vous vous en êtes saisi? Spécifiquement. Pour le cas d'Ézéchiel. Ça, il y a...
comment dirais-je, on a une confidentialité entre nos clients, qui sont des victimes avec nous-mêmes, mais je ne pourrais pas redire ici, mais ça fait partie de notre quotidien. On en a déjà reçu pas mal. Je ne pourrais pas me prononcer. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Thierry Biguiri-Ndavi, journaliste à la télévision Renaissance, et Maître Gustave Nyonzima, avocat et défenseur des droits de l'homme. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien.